presque 18 heures, quand, sous les portraits en pied de tous les souverains de la dynastie husséinite, les députés, un par un et à main levée, votèrent à l'unanimité l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République. Habib Bourguiba était désigné provisoirement premier président. Une délégation se rendit à Carthage pour en informer le souverain. Tous ces jeunes gens, souvent frais et moulus des universités françaises et pétris de l'histoire de la Révolution, étaient peut-être un peu grisés de jouer les Robespierre ou les Saint-Just. Au milieu de la sérailla du palais, où les attendait Sidi Lamine, ils se sentirent subitement un peu gauches, gênés devant celui à qui la veille il baisait la main, qui affectueusement les appelait ses fils. Ces derniers instants de la monarchie, combien de fois le prince Faisal Bey, enfant, les a-t-il entendus raconter de la bouche de Rafet, son père, pour qu'il se décide à les immortaliser dans un premier roman, La dernière odalisque, où il retrace l'histoire mouvementée de sa famille. À l'approche du 50e anniversaire de l'abolition de la monarchie en Tunisie, nous avons invité le prince Faisal à faire un pèlerinage aux sources. Ce voyage le conduit au Kef, à l'ouest du pays, non loin de la frontière algérienne. C'est dans cette ville que ses ancêtres d'origine ottomane s'étaient établis au XVIIe siècle et ont épousé des femmes autochtones qui leur ont donné la descendance des futurs bey de Tunis. Vous considérez que la Tunisie n'accorde pas assez d'attention à cet héritage que vous portez? Au lendemain de la République, non. Bien sûr, tout a été effacé même de la mémoire des Tunisiens. Alors aujourd'hui, il y a un nouvel intérêt qui rejaillit. C'est pas encore parfait, il faut encore faire des efforts pour que les choses s'améliorent dans ce sens et que ce soit les symboles matériels de l'histoire. Et il y a les signes immatériels, c'est l'histoire avec un grand H qu'il faut faire connaître aux jeunes de votre génération, qui est la génération du futur de la Tunisie. Et ma question, justement, que je voulais vous poser à tous, comment s'appelle le dernier bey de Tunis? يعني حتى الصورة نتاعو وجهه ما تعرفوش شي شبه هذا تاريخ تونس. فما حتى واحد منكم سمع محمد لامين بey. Depuis 1574, la Tunisie était une province turque administrée par un pacha nommé par le sultan d'Istanbul. Mais c'est le titre de bey, une fonction politico-militaire, que prendra Hussein Ben Ali, le chef des janissaires, lorsqu'il fonde en 1705 la dynastie qui portera son nom pendant 2 siècles et demi. D'emblée, le nouvel homme fort cherche à marquer son autonomie vis-à-vis du gouvernement d'Istanbul et s'appuie sur les élites autochtones pour asseoir sa légitimité. Il dote également le pays de frontières sûres et d'un État centralisé, créant les conditions d'un remarquable essor économique. Mais en 1735, la révolte de son neveu Ali, qui briguait sa succession, plonge le royaume dans la guerre civile. Battu près de Kérouan, Hussein finit décapité en 1740. Sa tête est ramenée à Tunis comme preuve de sa défaite. Elle est inhumée dans cette petite mosquée que Hussein avait fait construire du temps de son règne. تفضلوا هذه التربة هذه هي
تفضل قلت لك تاخذ بارك الله فيك. هذا فما الغبره في بارك الله فيك. L'endroit n'étant guère connu du public, ni même de la propre descendance du fondateur, c'est en compagnie d'une historienne que Faisal Bey s'y rend pour qu'elle l'aide à authentifier la tombe de son ancêtre. Là, on a une indication intéressante, c'est la date, il n'y a pas de doute. Ah, 1153. C'est poussiéreux, hein, par contre. Eh oui. 1153, ça correspond donc à 1740. donc c'est... Je pense que la c'est même- la tombe du fondateur, de Hussein Ben Ali. Enfin, la tombe, elle n'abrite que la tête. Très peu de beys parlent le turc. Le turc a été une langue de troupiers, de soldats au départ. Et elle a été aussi une langue de chancellerie. Mais ensuite, elle a complètement disparu, enfin comme langue. Et donc, les beys de Tunis ne parlaient pas le turc, ne cuisinaient pas la cuisine turque. Ils mangeaient essentiellement des choses tribales à l'origine, ensuite beaucoup de cuisine italienne. Donc, mais ils s'affichent comme turcs. À partir du XIXe siècle, et après de nouveaux épisodes sanglants pour l'accession au trône, un consensus est enfin trouvé pour que ce soit le doyen de la famille qui règne. Et ce, quel que soit son degré de parenté avec le bey défunt. Plusieurs des beys qui se succéderont sur le trône hussénite seront de grands souverains, tels Hamouda Pacha, dont le long règne contribue indéniablement à asseoir la légitimité de la dynastie et à assurer au pays son rayonnement international. Hussein II, qui dote le royaume de ses armoiries et de son drapeau, et qui, dit-on, aimait se faire lire le Code Napoléon par le consul de Lesseps. Ahmed Ier, prince réformateur, qui comprend que la Tunisie a sa personnalité propre et parle pour la première fois à ses sujets d'État-nation. Mais l'acte majeur de son règne demeure l'abolition de l'esclavage en 1846. Ahmed Bey avait fait quelque chose de remarquable, c'est qu'il avait institué dans les villes, etc., j'allais dire des bureaux de notaires qui délivraient des attestations d'affranchissement. Donc on ne restait pas dans le domaine intentionnel, mais on passa à l'acte. Et les esclaves eux-mêmes avaient la possibilité d'exiger, de demander ce papier qu'on leur délivrait. Et ils l'opposaient à leur maître. Nous avons proposé que le souk al-Barka, qui était justement le souk des esclaves, et qui est devenu le souk des orfèvres maintenant, souk al-Barka porte, avec une plaque, avec le décret d'abolition lui-même qui existe comme texte dans les archives, cette marque pour immortaliser l'événement devant publiquement, et que tout Tunisien qui passe quotidiennement dans le souk se rappelle de ce moment fort de l'histoire du réformisme tunisien, parce que c'est une page d'or. On dit que Mohammed Bey a voulu revenir sur l'abolition de l'esclavage pour préserver son harem, qui, dit-on, comptait plusieurs centaines de femmes. Le monarque avait même dû agrandir le palais du Bardo pour pouvoir accueillir toutes ses odalisques. Elles étaient génoises, circassiennes, moldaves, sardes, nubiennes, auxquelles s'ajoutaient parfois des bourgeoises de Tunis prises de force à leur mari. Mais ce par quoi Mohammed Bey a marqué son temps est sans nul doute son fameux pacte fondamental qui instaure dès 1857 l'égalité des droits entre ses sujets, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. C'est la disparition de la corvée, propre aux juifs, c'est la disparition des discriminations vestimentaires. Des juifs à ce moment-là se mettent à porter la chéchia rouge, même si d'autres par tradition continuent à porter la chéchia noire, mais ils ont le droit de porter la chéchia rouge à ce moment-là. Et il n'y a plus l'impôt spécial qui frappait les juifs, ils sont soumis aux mêmes impôts que les musulmans. المسلمين في 1856 زواتنا خاطر ما عندنا جامعة زيتونة ما عندناش هو المنارة ف حبوا يعملوا عهد الأماني الدستور ما معنى أن القرآن وحده لا يكفي أن لابد من دستور وضعي وهذا لا يتنافى مع الإسلام.
Cet élan réformateur se poursuit avec l'avènement de Sadok Bey, qui dès 1861 dote son royaume d'une constitution dont il offre fièrement un exemplaire à Napoléon III. Même s'il ne sera jamais appliqué, ce texte, en avance sur son époque, va jusqu'à permettre la destitution du bey en cas de trahison. Mais les réformes engagées par Sadok sont compromises par la crise financière grave dans laquelle s'enfonce le pays. Ayant souscrit des emprunts usuraires qui ont fait la fortune de banquiers européens véreux, le Premier ministre Mustapha Khaznadar passe autour du cou de son souverain le lacet qui finira par l'étrangler. C'est sur son conseil que Sadok Bey décide de doubler l'impôt, provoquant en avril 1864 une insurrection quasi générale dans le royaume. Il y aura bien le grand Kheireddin pour tenter de sauver la régence de la banqueroute, mais il se heurte à l'hostilité de la haute bourgeoisie et des consuls étrangers, soucieux de préserver leurs privilèges. Aussi, lorsque le mignon du bey, Mustapha Ben Smaïl, est promu Premier ministre, il a le champ libre pour négocier avec le consul Roustan la future mainmise de la France sur la Tunisie. Prenant prétexte d'un incident de frontière, l'armée française envahit le territoire tunisien par l'Algérie fin avril 1881. Elle trouve sur sa route une résistance populaire déterminée, mais dont les moyens de défense, archaïques et limités, ne feront jamais le poids. Finalement, l'ensemble de l'expédition coloniale s'assimilera, selon le mot d'un historien, à une promenade de 18 jours. Ce jeudi 12 mai 1881, par les moucharabiers, le son du clairon fait sortir le bey Sadok de sa rêverie. Il entend une cavalcade, les tambours battent au chant, le général Bréard, escorté d'un peloton du premier hussard, vient de mettre pied à terre. Dans moins de 2 heures, sur cette même table en bois de citre, où reposent des missives d'appel au secours qui ne partiront jamais, le bey Sadok va apposer sa signature sur le traité connu sous le nom de traité du Bardo, qui imposera le protectorat de la France sur la Tunisie. الناس قالوا التعامل هذه خيانه خاطر ثم ناس زاد صمدت وحاربت الفرنسيس والصفاقس ما قبلتش وما كان من بعد ثم اجتهادات ثم ناس يقول لك خير وقع حمايه خير من اللي وقع استعمار كيف الجزائر كان عرضناهم بالقوه وتولي لا ثم لا علم تونسي لا احد شيء يتذكر. Le bey reste le chef de l'État. C'est de lui qu'émane la souveraineté et son sceau à force de loi. Ce qui fera d'ailleurs dire à un parlementaire français, les volontés de la France démocratique passent ici à Tunis par le sceau d'un monarque absolu. Mais dans la Tunisie profonde, c'est le sentiment d'avoir été trahi qui l'emporte, entachant pour longtemps l'honneur et la loyauté de la dynastie hussénite. Soucieux de sauver leur trône, les premiers beys qui règnent sous l'occupation acceptent sans trop rechigner les conditions de la France qui les confinent dans un rôle symbolique et d'apparat. Le peuple, quant à lui, se console d'avoir pu garder en la monarchie un repère et l'incarnation d'un semblant de pouvoir tunisien. La naissance du mouvement national au début du XXe siècle va mettre le trône hussénite face à sa première épreuve. Doit-il se faire l'écho des aspirations naissantes de son peuple ou bien au contraire s'en démarquer pour préserver sa bonne entente avec la France ? Sur le trône depuis 1906, Nasser Bey choisit de se rapprocher des courants patriotiques. C'est son fils, le futur Monsef Bey, qui lui présente les militants du parti Destour, dont ce sont les premières revendications nationalistes. سيد ناصر بي قال لهم كيف لا أكون معكم وأنا أحس بما